Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le numéro 22 de ma série Entendu à Budapest, dans lequel nous retrouvons un expert que nous avons déjà croisé à plusieurs reprises tout au long de cette série, le plus jeune de la bande. Il s'agit de András Kostur, donc ce russo-hongrois originaire de Subcarpathie ou de Transcarpathie comme les Ukrainiens l'appellent. Sa mère étant donc membre de la minorité hongroise d'Ukraine et qui est à mon sens le plus intéressant des post-soviétologues, des spécialistes du monde post-soviétique, aujourd'hui actifs en Hongrie. Alors c'est un podcast du nouveau format, ce qui signifie que la vidéo est consacrée aux compléments et aux commentaires d'un texte, en l'occurrence un article d'András Kostur lui-même, que j'ai traduit pour les abonnés de mon blog, le blog de Modeste Schwartz, sur la plateforme Substack, d'un texte donc dont vous trouverez bien évidemment le lien dans la description de cette vidéo. Ce texte d'András Kostur, que j'ai donc traduit pour vous du hongrois, est lui-même le commentaire d'un autre texte publié il y a moins d'un mois en russe, par un auteur russe franchement plus connu en Russie et même en dehors de Russie, quoique en dehors de Russie plutôt par les spécialistes, que ne le sont Kostur en Hongrie ou moi en France. Cet auteur, c'est Vladislav Surkov. Alors, qui est Vladislav Surkov? Vous trouverez quelques précisions, on va dire, les précisions les plus consensuelles, les plus neutres, des précisions de type de fiche Wikipédia. Donc vous les trouverez dans l'article d'András Kostur, dans ma traduction. Donc le fait que Surkov, en gros, a passé le plus clair des 2 dernières décennies, soit au sein de l'administration présidentielle de Vladimir Poutine, où il est arrivé en tant que conseiller pratiquement en même temps que Poutine lui-même au pouvoir, et dont il ne s'est retiré que l'année dernière, ou en 2021. Oui. Donc 20 ans passés soit tantôt à l'administration présidentielle, tantôt dans tel ou tel recoin du gouvernement, Surkov est de façon paradigmatique, c'est l'exemple type de ce qu'on appelle en Russie une éminence grise. Le terme russe parfaitement équivalent étant le cardinal gris. Ça veut dire la même chose, c'est une éminence grise. Alors, ce point me donne l'occasion de faire un petit commentaire marginal au texte de Kostur, c'est le rôle de ces vidéos, en ajoutant, disons, des commentaires, des éléments d'information dont, à mon avis, Kostur dispose, mais qu'il hésiterait à placer dans un de ses articles, parce que Kostur, c'est l'universitaire respectable. Si la Hongrie existe encore, dans 10 ans, ils en feront un diplomate. Donc, au-delà d'un certain seuil, disons, de consensualité et de neutralité de l'information, il s'abstient. J'ai pas les mêmes raisons, disons, de pratiquer un degré comparable de prudence. Donc allons-y gaiement. Vous lirez par exemple chez Kostur que Vladislav Surkov, qui a jadis été qualifié d'idéologue en chef du Kremlin, et dans son cas à lui, à juste titre. Alors, que veut dire en fait, à quoi pense à 90%, je suis convaincu, qu'ici, Kostur pense à ces diverses éminences grises, ou pseudo-éminences grises, qu'un marketing externe a réussi à vendre aux opinions occidentales, c'est-à-dire des gens, au premier,
en tout premier, hein, évidemment, Alexandre Douguine, qu'une certaine presse, alors c'est assez drôle, souvent une presse de dénonciation, en fait une presse antifa, vous voyez, les fact-checkers, enfin ils s'appelaient pas encore comme ça à l'époque, mais donc on présentait, parce qu'ils aiment bien agiter comme ça des... ça fait partie de leur démonologie, hein, bon. Parce que bon, ils sont antifa, mais des fascistes en fait en Occident, ben, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Donc on se dit oui, mais si on va chercher un peu au bord, un peu aux marges, dans les steppes là, je suis sûr qu'on en trouvera encore. Hein, tout au fond de la Sibérie, on trouve encore de tout. Bon, et donc ils se sont rués, ils ont créé, hein, le journalisme antifa a créé ce mythe de l'éminence grise Douguine, hein, le Raspoutine de Poutine, bon, il faut bien dire que Douguine les a laissés faire, hein, qu'en fait il était assez content de cette publicité qui lui ouvrait les portes de nombreux milieux culturels et politiques en Occident, et donc de contacts qu'il a probablement même pu faire fructifier au service d'une certaine diplomatie culturelle russe ou d'une diplomatie discrète. Mais enfin, il se trouve que c'est faux. Hein, et comme j'ai pu le constater moi-même, alors déjà quelques années après avoir été une sorte de disciple français d'Alexandre Douguine, mais bon, en interagissant avec des Russes représentatifs, on va dire, hein, donc pas forcément des paysans, des analphabètes, des conducteurs de tracteurs, non, des gens tout à fait éduqués, comme on dit, suivant cet anglicisme odieux, donc en fait des diplômés, voilà, mais pas très politisés, ce qui d'ailleurs représente plutôt la normalité en Russie. Hein. Les Russes sont très peu politisés, et puis je me suis rendu compte que non, Alexandre Douguine, en fait, ils n'en avaient jamais entendu parler, le nom leur est inconnu. Hein. Alors en comparaison, Vladislav Surkov, vous voyez l'article là, donc qui fait l'objet des commentaires de Kostour. Quand je suis allé le télécharger, il y avait un peu plus de 80 000 vues. Hein. Et pour un article qui a encore moins d'un mois de présence en ligne. Donc je précise, sans image, pas... voilà, hein, c'est pas du tabloïd. Alors, autre précision sur Surkov que vous ne trouverez pas chez Kostour, c'est que, en fait, si vous voulez vous faire une idée de la personnalité et des modalités de l'ascension de Surkov au sein du pouvoir profond russe, il y a un roman de Victor Pelevin, et datant de 99, je crois, donc au moment où le système qu'on pourrait appeler le système Poutine-Surkov n'était même pas encore en place formellement. Et en fait, Pelevin avait déjà parfaitement compris de quoi il était question, ce que ça allait être. Hein. C'est-à-dire, effectivement, quelques mois plus tard, Poutine allait lancer ce concept de démocratie souveraine qui est l'œuvre, hein, qui porte le copyright de Vladislav Surkov. Donc l'architecte, si vous voulez, de la Russie poutinienne. Alors je vais faire de la peine hein, aux poutinolâtres. Alors je sais bien, bon, maintenant ça a aussi débouché sur c'est une petite industrie, hein, les biographies de Vladimir Poutine, les recueils d'articles, tout ça. Bon, ça a du succès. Bon, y a encore un petit billet à se faire. Bon, simplement tout ça c'est pas de lui. Hein, tout ça c'est d'un certain Vladislav Surkov. Et Victor Pelevin, donc en 99, sort un roman qui 10 ans plus tard, ou 11, enfin en 2010, a été porté à l'écran par un certain Ginsburg, pas le Ginsburg de Sputnik V, un autre Ginsburg, un cinéaste de talent d'ailleurs, je trouve que c'est un très bon film. Et donc le film, comme le roman, s'appelle Génération P. Hein. Alors la signification exacte de ce P, en fait, reste voilée de mystère. Hein. Je n'entre pas là-dedans. Bon.
mais dont le personnage principal eh bien, n'est pas un personnage dont le nom commencerait en P, mais disons un publicitaire devenu une sorte de gourou politico-médiatique, hein, de ces gars-là exponentiels, hein, parce que là, par rapport à la France, la Russie est exponentielle, hein, en territoire, en folie. Bon. Et ceux qui considèrent ce roman de Pélevin comme un roman à clé voient, je pense que c'est quand même très défendable, ce personnage principal, donc de Vavilen Tatarski dans le roman, comme une description sous faux nom, hein, comme une sorte de biographie romancée de Vladislav Surkov. Alors je vous encourage notamment à lire le roman qui est traduit en français. Si vous n'en avez pas le temps, à regarder au moins le film qui est d'ailleurs très fidèle au roman et qui est un très bon film. J'ai d'ailleurs placé un lien vers une version YouTube sous-titrée en anglais de ce film, de Génération P, au bas d'un de mes articles récents sur le blog. Il me semble que c'est celui qui porte sur l'ère du soupçon. Voilà, de l'ère du soupçon à la pitié dangereuse. Au bas de cet article, vous trouverez le lien. Je vais d'ailleurs le reproduire dans la description de cette vidéo, comme ça ce sera plus simple. Alors, venons-en quand même au fait. De quoi parle Vladislav Surkov? Alors, encore une fois, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, maintenant depuis 1 an et demi à peu près, n'a plus de fonction gouvernementale en Russie, mais qui est toujours suffisamment important, suffisamment célèbre, pour que un petit article comme ça aux apparences presque littéraires, publié il y a un mois, et déjà sur le site, hein, ensuite j'imagine qu'il a été repris à plein de mois, mais sur le site pour lequel il a été écrit en exclusivité 80 000 vues, et fait l'objet, dans pratiquement tout l'espace post-soviétique, d'une ribambelle de commentaires que récapitule d'ailleurs, hein, que passe en revue András Kostur dans une partie de cet article que j'ai traduit pour vous. Vladislav Surkov est en effet un tel phénomène dans la Russie des années Poutine que le tout Moscou le connaît sous son petit nom, hein, son pseudonyme. Ça c'est très russe d'appeler les gens plutôt par leur prénom, et d'ailleurs plutôt par le diminutif en fait du prénom. Donc Vladislav Surkov, pour le tout Moscou, c'est Slavik. Et donc, de quoi parle cet article qui a fait beaucoup de bruit? Eh bien, son titre, c'est « La naissance du Nord ». Alors, de quel Nord exactement Slavik nous prédit-il la naissance? De ce qu'il appelle le Nord global. Et cette expression de Nord global est bien entendu calquée sur une autre expression aujourd'hui omniprésente dans les médias, et ce depuis... on va dire au moins 1 an, qui est celle de Sud global. Alors ce Sud global, pour ceux qui suivent mes propres réflexions, vous aurez compris que c'est ce que pour ma part j'appelle l'Occident pigmenté. Occident pigmenté que pour ma part j'oppose à ce que j'appelle l'Occident historique, qui est en fait le monde blanc. Alors vous me direz, c'est qu'en fait, moi Surkov et moi, on est d'accord. À vrai dire, non. Alors pourquoi non? Parce que Surkov est une éminence grise, ce qui veut dire qu'en tant qu'intellectuel, c'est un intellectuel organique, hein, comme aurait dit Gramsci. Ce qui signifie qu'il doit... parler, il doit conceptualiser de façon à rester acceptable, à rester audible pour les élites du monde actuel, avant tout évidemment pour les élites de son pays à lui, mais qui, comme j'essaye de le montrer depuis un certain temps et au risque d'en énerver beaucoup, ressemble énormément à nos élites à nous. C'est-à-dire qu'il doit maintenir ce que j'appelle l'illusion géopolitique.
Ce qu'il doit nier, ce qui doit rester l'angle mort de sa réflexion, c'est justement la convergence réelle, déjà ancienne, de facto, des élites mondiales au sein de ce que certains appellent la caste, ce que moi j'appelle l'oligarchie, et dont on connaît, quand on ose prononcer leur nom, principalement quelques forums de syndication, comme par exemple le Forum économique mondial, dit Forum de Davos, de Klaus Schwab. C'est donc de géopolitique que nous parle Surkov, et ce qu'il nous dit, enfin ce qu'il dit aux Russes en premier lieu, c'est que au terme du conflit en cours, ici il pense évidemment, puisque l'article a été publié avant le début des événements moyen-orientaux, il pense au conflit autour de l'Ukraine orientale. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'au terme de ce conflit, c'est-à-dire après la victoire russe, évidemment il est hors de question pour lui, et d'ailleurs plus ou moins illégal à l'heure actuelle, là où il écrit, d'envisager d'autres issues à ce conflit. Au terme donc de cette victoire russe, on devrait assister, nous dit Surkov, à un processus de convergence des trois éléments de ce qu'il appelle la trinité ou le cluster du Nord, c'est-à-dire des États-Unis. J'imagine qu'il inclut aussi le Canada, il n'en parle pas, c'est pas très important de son point de vue. Donc les États-Unis, l'Europe et la Russie. Et d'où le titre de l'article de Kostour, vers des retrouvailles de la Russie et de l'Occident, puisque les États-Unis et l'Europe, c'est ce qu'on appelle généralement l'Occident, et d'ailleurs, depuis le début de l'opération spéciale en Russie, c'est ce qu'on appelle l'Occident collectif. Et par conséquent, ce dont nous parle le texte de Surkov, c'est de la fusion à terme, après victoire de l'Est, de l'Est du Nord. Donc, de ce que lui, justement, n'appelle pas l'Est du monde blanc. Parce qu'ensuite, il y a encore l'Est de l'Est. À l'Est de la Russie, vous avez la Chine. Bon. Mais l'Est, au moins dans ce sens-là, l'Est du Nord, les Russes, ayant remporté la guerre, fusionneront avec l'Occident. Donc fusion de l'Est et de l'Ouest pour produire le Nord global, le Grand Nord. Alors c'est un article qui a fait couler beaucoup d'encre dans pratiquement tous les pays où on comprend, manipule couramment, quotidiennement la langue russe, c'est-à-dire dans l'espace, avant tout dans l'espace post-soviétique. Et comme le fait remarquer András Kosztour, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un texte qui ne fait pas l'unanimité chez les Russes. Alors, les critiques, évidemment, les plus acerbes sont venues d'Ukraine. On pouvait s'y attendre. D'une part, Surkov est une bête noire du régime de Kiev, dans la mesure où, avant le déclenchement de l'opération militaire spéciale, c'est du côté de Moscou, avant tout lui qui était chargé de la gestion du dossier ukrainien, ce qui lui vaut d'ailleurs beaucoup de critiques aussi côté russe, parce que, y compris dans les réactions à cet article, vous avez ceux qui, tout simplement, ne supportent plus d'entendre parler de Vladislav Surkov, et peut-être sans même lire l'article, répondent par réflexe viscéral que maintenant il serait temps qu'il se taise après nous avoir mis dans la mouise. Bon. Puisqu'on considère assez largement, il est assez l'idée, si vous voulez, est assez consensuelle, qu'en fait, l'échec politique qui a mené à la nécessité d'une intervention militaire, c'est avant tout l'échec de cette diplomatie discrète qu'a conduite Vladislav Surkov en Ukraine, donc pendant les années qui ont séparé le Maïdan du début de l'opération spéciale. Et effectivement, au début de l'opération spéciale, on se rend compte que ces forces pro-russes d'Ukraine, notamment d'Ukraine orientale, d'Ukraine centrale,
qui était censé à ce moment-là prendre le pouvoir ou au moins peser dans la direction d'une neutralité ukrainienne, ces forces ont été très rapidement marginalisées, sans que ça suscite, sans que le peuple descende dans la rue, si vous voulez, par exemple à Kiev. Et ça, c'est un échec politique qui, à Moscou, est mis par beaucoup sur le dos de Vladislav Surkov. Pour autant, je voudrais mettre en garde contre la tentation de faire une grande soupe mixant les théories, l'œuvre de techniciens de la politique, comme on dit en russe, de polytechnologues, de Surkov et son travail en Ukraine. Il y a des exemples historiques célèbres de divergences comme ça au sein d'une même personnalité. Donc, par exemple, vous avez le fameux Rosenberg du régime nazi, donc le théoricien du racisme scientifique. Bon. Ce que beaucoup ignorent, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été Gauleiter, pratiquement gouverneur colonial, en Ukraine occupée, et que le Rosenberg-Gauleiter n'avait pas du tout les mêmes positions, notamment sur le sort qu'il faut réserver aux Slaves, etc., que le Rosenberg, théoricien du mouvement nazi en Allemagne dans les années 30. Une fois arrivé aux affaires, et aux affaires en Ukraine, il voyait les choses très différemment, à vrai dire par un prisme beaucoup moins idéologique, et je dirais beaucoup plus raisonnable, en fait. Et il s'est mis à l'époque à donner à Hitler en fait des conseils marqués au coin du bon sens que Hitler n'a malheureusement pas suivi, entre autres parce que lui était sous l'influence de Himmler, qui lui était resté l'idéologue qu'il est resté jusqu'à sa mort, et qui ne quittait d'ailleurs pratiquement jamais sa Swabie natale. Donc voilà les voyages forment la jeunesse. Et évitons de trop laisser l'ombre donc de son œuvre ukrainienne, pour l'appeler comme ça, planer sur l'œuvre théorique de Vladislav Surkov. Alors, c'est donc un article qui a été très commenté, alors en partie du fait de la signature, c'est-à-dire tout simplement parce que c'est un article de Surkov, et Surkov a aujourd'hui, et non seulement très connu, ça il l'est depuis plus de 10 ans, en Russie, mais il a aussi aujourd'hui beaucoup d'ennemis. Souvenons-nous qu'il y a un homme, Igor Girkin, dit Igor Strelkov, qui est aujourd'hui en prison, ça va faire 6 mois je crois, pour avoir conduit une sorte de rébellion, alors beaucoup moins violente, que celle de Prigojine, et d'ailleurs hostile à celle de Prigojine. Une rébellion qui, au moins on va dire du discours et des idées, qui est encore en cours d'ailleurs, qui est la rébellion de ce qu'on appelle les turbo-patriotes en Russie, et de tous ces oligarques traîtres à la Russie, d'après lui, dont parlait Strelkov, entre autres dans ce fameux manifeste des, je crois, 39 questions adressées par les patriotes russes aux autorités, c'est-à-dire en fait à Vladimir Poutine, dont j'avais traduit à l'époque quelques extraits, donc où il est beaucoup question de ces oligarques qui ont trahi la Russie, et dans ce manifeste, le seul nom qui apparaît, le seul de ces oligarques qui est nommément cité, c'est Vladislav Surkov. Donc, à la rigueur, Surkov serait réapparu dans les médias pour parler de son chien ou de sa vie sexuelle. Une partie des réactions auraient été les mêmes, et tout aussi viscérales. Bien. Maintenant, je pense que le thème aussi de l'article est un sujet qui, en ce moment, laisse peu de Russes indifférents, qui a une certaine sensibilité à cette question du Sud et du Nord. Pourquoi ? Parce que en se lançant dans cette opération militaire spéciale, débouchant sur une sorte de bras de fer beaucoup plus économique d'ailleurs que militaire, avec ce qu'ils appellent l'Occident collectif, la Russie s'est jetée dans les bras de la Chine, de l'Inde,
accessoirement un peu de la Corée du Nord, bon, qui elle-même est contrôlée par la Chine. Tout cela a poussé la Russie dans les bras justement du Sud global, et ce de façon tout à fait programmatique, de façon assumée. Et là je renvoie donc à la rhétorique anti-occidentale et anticoloniale, qui est celle des discours de Poutine depuis pratiquement le début de l'opération militaire spéciale, avec, disons, un point culminant dans ce discours qui a aujourd'hui, je crois, un tout petit peu plus qu'un an, prononcé après la réintégration des 4 oblasts d'Ukraine orientale. Or, cet alignement sur le Sud global, je pense que ça pose quand même un problème politico-culturel à beaucoup de Russes, pour une raison. Alors ensuite, on peut sophistiquer, on peut trouver des analogies historiques, donc la vieille tradition des europhiles, des Russes partisans d'une occidentalisation de la Russie, etc. Mais enfin, je dirais qu'il y a une donnée beaucoup plus fondamentale, beaucoup moins livresque, et dont n'ont pas forcément conscience les gens qui n'ont pas fréquenté les Russes. Et c'est, pour le dire un peu crûment, c'est le racisme qui domine quand même assez largement la culture russe, de manière d'ailleurs très largement apolitique. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est parce qu'on a officiellement des prises de position, des attitudes assez à gauche, sur des questions de mœurs, par exemple, on n'est pas très fan de l'Église orthodoxe, etc. On ne voit pas beaucoup d'inconvénients à la tenue de Gay Pride, ce genre de choses. Et on peut quand même être, on va dire, franchement, à la droite des zémouristes, pour l'exprimer en termes français, quand il s'agit de questions raciales. Voilà, ça c'est la situation de fait en Russie. Voilà, si je vous l'apprends, désolé d'avoir peut-être encore fracassé des mythes, parce que par ailleurs la Russie produit une pléthore d'intellectuels qui ont tous, parce que c'est dans la fiche du poste, c'est le cahier des charges, donc ils ont tous pour mission de produire de grands messages universalistes. Alors tantôt c'est l'universalisme néo-orthodoxe, que c'est eurasiste, dans le temps c'était le marxisme-léninisme. Donc les intellos, ils sont toujours universalistes, ils ont toujours un projet grandiose et potentiellement mondial auquel vous devriez vous intégrer pour ne pas rater la marche de l'avenir. Mais les masses, le peuple en Russie, c'est un peuple blanc qui se considère comme tel et qui n'a pas en fait d'appétence particulière au métissage. Or, Surkov, d'une certaine manière, surfe un peu là-dessus, c'est-à-dire que le passage, en fait, la charnière de sa réflexion, c'est le moment où il dit que, en ce moment, on n'arrête pas de parler du Sud global, mais en fait, le Sud, ça n'existe pas sans le Nord. Donc, s'il y a formation, consolidation du Sud global, c'est que tôt ou tard, il va y avoir consolidation du Nord global. Alors, moi je dirais que tant qu'on raisonne dans les termes, je pense aujourd'hui, fallacieux, périmés à l'heure actuelle, mis entre parenthèses, tout du moins, de la géopolitique, à vrai dire, on ne voit pas, à part simplement comme ça, une sorte de symétrie terminologique, nord-sud, mais on ne voit pas concrètement pourquoi l'émergence du Sud global devrait nécessairement déboucher sur une émergence du Nord global. Alors, si tout cela était formulé dans le langage de Modeste Schwartz, on verrait, à vrai dire un peu plus clairement, dans la mesure où, comme je l'ai fait déjà remarquer à diverses reprises, c'est un point qui me semble essentiel, ce Sud global est idéologiquement fédéré par une idéologie de l'anticolonialisme et de l'antiracisme, qui est très exactement cette idéologie antiraciste qu'on observe aussi, qu'on voit à l'œuvre dans l'extrême gauche occidentale, dans les mouvements woke, et qui est concrètement un racisme anti-blanc.
Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le reste de l'humanité tente de se fédérer politiquement autour d'un racisme anti-blanc, on peut s'attendre que par réaction, réaction au demeurant salutaire en l'occurrence, quand on cherche à vous éliminer, il est bon de prendre quelques mesures, vous voyez, de conservation, comme on dit en droit. Hein. Donc en fait, le fait finalement d'être mis au banc de l'humanité hein, et virtuellement persécuté pourrait amener le monde blanc à s'unifier. Ça, je pense que c'est une idée qui parle à l'esprit de beaucoup de Russes. Et parmi les réactions que passe en revue Kostour dans son article, j'en ai même trouvé une qui fait... Alors, il faudra que j'aille chercher, hein, du coup, je vais me renseigner sur l'intellectuel en question, parce que ça ressemble assez curieusement à mes projections à moi. Hein. Donc, il s'agit du politologue Sergei Markov, qui donc considère que ce que dit Surkov donc sur la naissance du Nord, du Grand Nord, n'est pas inconcevable, bien que lui considère la désintégration du Sud global comme plus probable qu'une alliance du Nord global. Oui, alors là, je ne sais pas comment Markov argumente ses vues, mais en tout cas, moi, je suis tout à fait d'accord sur la conclusion. C'est-à-dire que comme ce Sud global a en réalité tragiquement besoin de l'épouvantail du méchant colonialisme blanc pour assurer sa pacification interne, eh ben, du jour où, justement, entre autres, du fait d'une victoire russe hein, dans le conflit en cours, cet Occident collectif sera mondialement ridiculisé, et ramené finalement à ses dimensions réelles, hein, quand on parle dans le monde actuel de démographie, et puis de plus en plus d'économie, ne parlons même pas de la culture. Bon, effectivement, le risque, mais là c'est un risque pour le Sud global, c'est qu'à partir du moment où on se rendra compte que l'épouvantail est un épouvantail, hein, donc qu'il n'y a pas de loup en fait dans la bergerie, les brebis, les diverses brebis, hein, la brebis chinoise, la brebis indienne, etc., risquent de se souvenir que finalement, elles ont des canines et elles sont elles aussi carnivores. Voilà. Bon, simplement revenons à Surkov. Non, Surkov, lui, c'est pas du tout comme ça qu'il comprend. Alors, je pense qu'il y a une certaine duplicité. Hein, on l'aura compris, c'est un homme d'une intelligence supérieure. Donc je pense qu'il est très conscient de toutes ces idées, de tous ces scénarios, et donc tout à fait conscient des échos que va susciter son texte en Russie et ailleurs, mais lui s'en tient à ce point de vue, on va dire, très classiquement géopolitique. L'une des analogies citées par Kostour, d'ailleurs, dans son article, c'est l'analogie de Zbigniew Brzezinski, hein, donc le grand géopoliticien américain d'origine polonaise, qui, au début des années 2010, donc à la toute fin de sa carrière, de sa vie, avait d'ailleurs lancé une idée, un projet donc, de plus grand Occident assez similaire. Hein. Et donc là, de quoi parle-t-on? Eh bien, en fait, on parle de cette idéologie de l'Occident idéal, hein, donc de la culture abstraite, hein, la culture dématérialisée, hein, qui fait le fond, si vous voulez, des discours d'une grande partie de la droite occidentale. Hein. C'est ces gens que d'ailleurs la Russie aimerait bien voir revenir au pouvoir, par exemple en France, hein, les Sarkozy, Fillon, etc. Bon, quel est le fond de ce discours? C'est en gros celui de la droite française, de ce qu'on pourrait encore appeler une droite en France. Donc vous avez le refrain helléno-chrétien, hein, les héritiers de l'Iliade et de l'Évangile. Voilà. Et puis il ajoute comme ça, dans la dimension politique, la Pax Romana, comme ça, on a fait le grand chelem, il manque rien, hein. Il y a Athènes, il y a Rome, il y a Jérusalem, tout va bien.
Alors simplement, il y a un petit problème, c'est qu'effectivement, tout ça, oui, ce sont, si on veut, les ingrédients de base de ce cocktail qui, de mon point de vue, hein, dans ma vision de l'histoire, a été mixé à la charnière des deux millénaires, hein, autour de l'an 1000, pour ensuite se cristalliser dans, d'une part, les croisades, d'autre part, la philosophie scolastique. Bien. Et donc, ce qui sort du shaker, bon, c'est l'Occident. Oui, d'accord. Enfin, l'Occident, de ce point de vue-là, c'est une idéologie. Et les idéologies, c'est comme les langues. Hein, ça s'apprend, ça se transmet, ça voyage, ça se transmet aussi autrement que par le sang. Hein, ça s'apprend, si vous voulez, comme voilà, comme aujourd'hui une grande partie des locuteurs de la langue hongroise ont un type anthropologique, un type physique caractéristique de l'Inde du Nord. Ben oui, parce qu'ils sont tziganes. Hein. Mais ils ont été magarisés, notamment à l'époque communiste, donc leur langue maternelle, en famille, hein, c'est le hongrois. Bon. Et si vous prenez la famille indo-européenne de langues, hein, donc les langues sont toutes apparentées. Hein. Le bengali, parlé au Bangladesh, et un peu dans l'est de l'Inde, est une langue indo-européenne au même titre que l'islandais. Bon. Pour autant, je pense, on se rend bien compte que anthropologiquement, génétiquement, bon, les Bengalis et les Islandais n'ont pas grand-chose en commun en réalité. Et c'est ce constat simple, hein, de bon sens et qui réunit, je dirais aujourd'hui, un consensus à peu près total dans les sciences humaines, qui, moi, m'a amené à développer ma théorie de l'Occident pigmenté. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, en dépit de tout le discours folklorisant, vous voyez, des robes de chambre dans lesquelles Narendra Modi se pointe aux réunions des BRICS, bon, tous ces gens sont mentalement des Occidentaux. Hein. L'élite, l'oligarchie, qui cherchent aujourd'hui à fédérer le Sud global, ce sont des gens qui ont 36 formes de nez et types de pigmentation, mais le software, hein, le logiciel, c'est un logiciel occidental. Bon. Et là, l'ironie du sort, je dirais, c'est que Vladislav Surkov, de par sa biographie, hein, lui-même est en réalité un très bon exemplaire d'Occident pigmenté. En effet, je pense que la plupart des gens qui entendent son nom ou qui n'ont que des connaissances assez superficielles le concernant doivent, peut-être même en Russie, considérer qu'il est ethniquement russe, hein, c'est-à-dire ruski. À vrai dire, Vladislav Surkov est plutôt ce qu'on appelle Rossian, c'est-à-dire c'est plutôt un homme de Russie, hein, mais ethniquement en fait non russe, alors russisé, hein, slavisé, comme d'ailleurs la quasi-intégralité, hein, des minorités ethniques non slaves sur le territoire de la Fédération de Russie. Mais il se trouve que son nom de naissance n'est pas Vladislav Surkov, c'est Arslanbek Doudaïev. Il est donc par son père tchétchène, et il n'en a d'ailleurs jamais fait mystère. Il se vante même, parce que bon, dans le monde tchétchène, effectivement, c'est un titre de noblesse. Il se vante même d'être apparenté donc à Doudaïev, le leader tchétchène, hein, l'ennemi historique du clan Kadyrov, qui a d'ailleurs ce clan Doudaïev qui a fait assassiner Akhmat Kadyrov, le père de l'actuel Kadyrov. Et Vladislav Surkov, en réalité, est apparenté à ce clan-là, hein, au clan Doudaïev. Or, il se trouve que les Tchétchènes constituent en quelque sorte une sorte de preuve a contrario de la validité de mes thèses sur l'Occident pigmenté. En effet, cette déconnexion entre la couleur de peau
et l'héritage culturel, immatériel, qu'on observe dans un sens chez les leaders de l'Occident pigmenté. Donc par exemple les princes rouges, hein, l'élite du Parti communiste chinois. Je lisais encore hier le compte-rendu d'une haute dignitaire hongroise qui venait de revenir donc, de ce sommet de One Road, One Belt, donc des routes de la soie, ce sommet à Pékin des routes de la soie. Et c'était son premier déplacement en Chine, et elle faisait remarquer, avec une fausse naïveté, que c'est curieux, dans tout Pékin, j'ai rien vu de chinois. Hein, toute l'architecture stalinienne, etc. L'urbanisme, s'il n'y avait pas quelques caractères chinois sur telle ou telle pancarte à un endroit, on ne se rendrait pas compte qu'on est en Asie. Ben non, effectivement, les princes rouges, ce sont les descendants d'une élite intellectuelle marxiste-léniniste. Hein, donc on ne fait rien de plus occidental. Hein. Et alors les Tchétchènes, j'aurais tendance à dire que c'est un peu l'inverse. Hein, c'est-à-dire que eux, du point de vue de l'anthropologie physique, hein, sont très clairement blancs. Hein, beaucoup d'entre eux d'ailleurs sont blonds, roux. Bon. Vous savez peut-être qu'aux États-Unis, comme il y a une classification raciale qui a une existence administrative, hein, comme les gens, comme ils ont une couleur, si vous voulez, sur nos passeports, hein, une date de naissance, une couleur de pupille, aux États-Unis, ils ont aussi un type racial selon une nomenclature discutable d'ailleurs, donc négroïde, mongoloïde, etc. Et les blancs, dans cette nomenclature, on ne les appelle pas les blancs, mais les caucasiens. Or, justement, ces Tchétchènes sont des blancs, mais qui, du fait de la résilience des modèles culturels, du modèle culturel tribal typique du Caucase du Nord, du fait accessoirement de leur contact historique relativement récent, mais tout de même définitoire avec l'islam, des blancs donc qui, majoritairement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, peuvent assez difficilement être considérés comme des occidentaux. Hein, donc, c'est-à-dire qu'à Grozny et villages alentours, l'Iliade, l'Évangile, la Pax Romana, ouais. Et Vladislav Surkov, de ce point de vue-là, c'est un peu l'Occident pigmenté au carré, hein, parce que venant d'une ethnie blanche non occidentale, hein, il monte à Moscou. Pour se frotter, ce serait tout à fait injuste. L'expression ne rendrait pas justice à son très haut degré de culture. Pour devenir, je dirais même un virtuose de cet instrument culturel qu'est la culture occidentale dans la version, on va dire, hybride et marginale qu'ont adopté les Slaves de l'Est, hein, et c'est ce qui vous donne la culture russe. Bien. C'est donc ce Tchétchène russisé qui nous explique que, à terme, l'Amérique du Nord, l'Europe, la Russie, ça sera un seul, comme je cite Surkov, un seul espace socio-culturel unifié. Alors pour conclure, je voudrais quand même encore dire un petit mot justement de cette unification telle que la voit Surkov. Alors pourquoi je crois un tel commentaire utile, voire nécessaire ? Parce que en France, depuis le début du conflit de ce que j'appelle la guerre mondiale en Ukraine, hein, il y a tout un mouvement de l'opinion qui s'est agrippé à ce récit de la guerre des civilisations. Hein. Donc en fait, on projette des affrontements idéologiques qui sont souvent en fait des affrontements internes à nos sociétés, à nous occidentales, et on les projette sur cette espèce de film qui est déjà en lui-même une projection, hein, donc cette guerre mondiale qui n'existe pas, mais dont on va dire le prétexte, enfin qui est censé s'actualiser sous une forme cinétique, hein, c'est la forme d'un conflit violent, sanglant, avec des morts, en Ukraine orientale. Donc, du point de vue des adeptes de ce récit de la guerre de civilisation, qui va globalement coïncider avec l'idéologie de la petite secte eurasiste en Russie,
Donc pour tous ces gens, la victoire de la Russie, qu'ils attendent et espèrent tous, ça devrait, en gros, conduire avant tout à une défaite de l'Occident. C'est-à-dire, finalement, de ce point de vue-là, à une orientalisation de l'Occident actuel, qui devrait se convertir donc, à ces valeurs supposées traditionnelles, conservatrices. Voilà, conservatrice, c'est peut-être un meilleur mot, d'ailleurs, parce que... Enfin bon... aujourd'hui représenté, affiché en tout cas, par la Russie de Vladimir Poutine. Bon, ça je vous le dis tout de suite, c'est une opinion en réalité extrêmement minoritaire, aussi bien en Russie qu'en Occident. Le mainstream élitaire, disons le mainstream urbain russe, continue en réalité à être occidentophile, voire occidentolâtre, même au plus fort des combats. C'est d'ailleurs une remarque qu'on entend souvent dans la bouche d'occidentaux, entre autres de Français qui se rendent ces derniers temps en Russie, et qui s'attendent à une certaine hostilité quand même, quand on voit les débauches de russophobie absolument hystériques, auxquels se livrent les médias occidentaux. On pourrait se dire, bon bah, à force de leur expliquer qu'ils sont une sorte de stade intermédiaire entre le singe et le vampire, bon, ces gens-là pourraient finir par nous en vouloir un peu. Eh ben pas du tout. Eh ben pas du tout. Les Occidentaux, entre autres Français, mais pas seulement, sont toujours très très bien reçus, par une Russie urbaine qui, en réalité, dont cet Occident reste l'idéal. Je suis désolé pour ceux dont je viens de piétiner les rêveries eurasistes, etc. Mais non. Et Surkov, qui cherche avant tout, qui est finalement un coryphée de cette opinion-là, disons, on va dire de l'opinion urbaine élitaire russe, du mainstream russe, est tout à fait dans cette perspective-là. Donc quand il vous parle de cette victoire russe, mais bon, il y a une phrase quand même que j'ai relevée, parce qu'à mon sens, c'est une phrase qui résume vraiment toute la situation. On pourrait se contenter de cette phrase, en fait. Le reste du texte est pratiquement superfétatoire. Et donc il vous dit, notre victoire nous changera, nous, autant que le soi-disant Occident. Donc, bon, le sens, c'est que, bon, il y a un développement théorique plus haut, d'ailleurs assez intéressant. On sent l'influence de Kojève, à mon avis. Je ne sais pas si elle est directe ou indirecte, mais bon. Donc, cette idée que ce qui est typiquement humain, c'est l'erreur. Ce qui rend une intelligence humaine, c'est sa capacité à se tromper. Et c'est pour ça qu'il existe, c'est pour ça que l'histoire existe. C'est pour ça que l'espèce humaine a une histoire, c'est parce qu'elle se trompe. Bon. Et donc le résultat, c'est que on se lance dans des conflits en vertu de diverses erreurs, sur la foi de fiction, en réalité. Donc je vous laisse dans l'article découvrir de quelle fiction, enfin quels sont les exemples que donne Surkov. Bon. Mais on en sort toujours avec des résultats qui ne correspondent pas aux attentes, aux promesses, ni d'ailleurs pas plus pour les vainqueurs que pour les vaincus. Et donc, il reprend cette idée, mais en l'appliquant à l'actualité, à la situation présente, pour nous dire que, oui, tous les acteurs, donc et occidentaux et russes, en dépit de la victoire russe, sortiront transformés de cette expérience. Mais transformés dans quel sens? S'agissant notamment des Russes, parce que, bon, s'agissant des Occidentaux, bon, on a bien compris, ils vont devoir retrouver une conception plus correcte, plus à droite peut-être, je ne sais pas ce que ça veut dire, bon, de l'Occident. Voilà, ils vont devoir redevenir eux-mêmes sous la contrainte russe. Voilà, très bien. Mais les Russes, du coup, eux, pourquoi est-ce qu'ils vont changer? Ou plutôt dans quelle direction? Eh bien, en fait, la même phrase vous le dit, parce que donc, notre victoire nous changera, nous, non moins que qui? Que l'Occident. Mais oui, mais comment est-ce que Surkov formule ça? Que tak nazываемый Запад, le soi-disant Occident, les gens qui s'autodéclarent Occident.
Donc vous voyez comment on passe de l'Occident collectif, hein, donc une sorte d'ennemi ontologique, etc., à un soi-disant Occident. Oui, mais si, attendez, si nous on est le soi-disant Occident, c'est donc qu'il doit y avoir ailleurs un Occident finalement plus vrai, plus occidental que l'Occident lui-même. Hein. Et à votre avis où, hein, à votre avis où, hein. Bon, voilà, donc les pronoms qui fâchent, hein. Il n'y a pas que le pronom qui, il y a aussi le pronom où. Et là, je reviens à Kostour pour un peu le critiquer, un peu l'égratigner quand même, qui donc, dans la conclusion de son article à lui, nous dit « Il est peu probable qu'on assiste en la matière à un revirement de situation dans un avenir proche, à moins que la Russie de Poutine ne s'effondre, mais ce n'est manifestement pas là ce que Surkov avait à l'esprit. » Alors effectivement, on ne s'attend pas, en principe, à voir Vladislav Surkov, idéologue pratiquement officiel du parti Russie Unie, hein, architecte de la Russie poutinienne, tabler sur un effondrement de la Russie de Poutine. Cela dit, compte tenu de l'association qui, je pense, est maintenant dominante dans les esprits, entre la figure de Vladimir Poutine et ce projet, disons, néo-eurasiste, post-eurasiste, en tout cas ce projet d'inclusion de la Russie dans le Sud global, force est de constater que le nouveau virage que prédit dans son texte à lui Surkov, donc de la Russie vers un Nord global, est quand même assez difficile à imaginer sans une sorte de métanoïa, hein, puisque Surkov, dans son article à lui, parle de la métanoïa par laquelle devront passer, hein, donc le changement d'âme, par lequel devront passer les Occidentaux pour enfin fusionner avec les Russes dans le Nord global. Mais finalement, ce qu'il sous-entend aussi, hein, la phrase que j'ai citée avant le laisse assez clairement entrevoir, c'est qu'il devrait aussi y avoir une métanoïa russe. Et à l'issue de cette métanoïa, on a du mal à imaginer, alors pas forcément la personne de Vladimir Poutine, qui de toute façon là on est dans un horizon temporel où cette personne devrait, au moins politiquement, mais peut-être même biologiquement déjà, appartenir au passé. Bon. Mais en tout cas, son discours, hein, donc l'idéologie poutinienne, en fait, on la voit mal sortir indemne, hein, de cette métanoïa russe qui devrait, d'après Surkov, ou du moins si on tire les dernières conséquences de ce que nous dit Surkov, permettre l'intégration de la Russie au Grand Nord. On pourrait donc dire que, d'une certaine manière, à mon sens, c'est une interprétation à laquelle ne se risquera pas un commentateur aussi prudent qu'András Kostour, mais c'est pour ça que je suis là. Bon, on pourrait interpréter aussi donc cet écrit, à mon avis, tout à fait charnière, hein, cet écrit épocal de Vladislav Surkov, comme l'une des contributions au débat qui a déjà lieu en Russie et qui va devenir, je pense, de plus en plus audible au cours des prochains mois en Russie, du débat, hein, entourant la question de l'après-Poutine. Mais d'ici là, circulez, puisqu'il n'y a rien à voir.